Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui les vaccins ARN messagers. Merci à vous d'être ici, de vous informer. C'est la meilleure chose à faire quand il y a des incertitudes, c'est toujours de s'informer, de connaître, d'améliorer ses connaissances. Et je pense qu'au travers de la pandémie, vous avez beaucoup appris sur la génétique, sur les protéines, sur l'ARN messager. Et donc c'est bon de voir que le public s'intéresse, s'informe, se méfie, ils ont raison, et apprennent et à la fin, donc éventuellement, adoptent les traitements qui leur sont offerts et qui les protègent contre les maladies. Je vais d'abord donner un peu de mon background. Mon background, c'est que j'ai commencé à travailler sur les vaccins ARN en 1998 à l'université de Tübingen en Allemagne. Donc ça fait plus de 20 ans que je travaille et que je développe les vaccins ARN messagers. Mon parcours a été à ce moment-là à la fois académique et industriel. En tant que postdoc et chercheur à l'université de Tübingen, j'ai continué mes travaux, mais j'ai aussi cofondé CureVac en l'an 2000, qui était la première compagnie au monde de vaccins ARN messagers à injection directe. Ensuite, je suis parti de CureVac en 2006. Je n'ai pas de lien avec CureVac, je n'ai pas d'action ni de participation, donc je ne suis pas devenu ni millionnaire ni milliardaire par la pandémie et je ne me suis pas enrichi. De 2006, j'ai commencé à travailler en tant qu'académique à l'hôpital universitaire de Zurich. J'ai créé en 2008 une compagnie qui s'appelle Mission Pharma, qui est juste une compagnie dans un ordinateur qui permet de soutenir un effort de développement d'un brevet d'une invention que j'ai faite à l'hôpital universitaire de Zurich. Donc ce n'est pas une compagnie qui a des employés non plus, ni des laboratoires. Et en 2017, j'ai créé la première plateforme au monde d'ARN messager académique pour stimuler le développement de recherche et de préclinique avec l'ARN messager. L'ARN messager, on va en parler avec les dessins de la Suissesse Caroline Schubach. Les vaccins à base d'ARN messager ont été longtemps, et comme le professeur Friedman l'a indiqué, le vilain petit canard des vaccins. Donc dans les années 90-2000, on était tout seul à Tübingen à s'intéresser aux vaccins ARN messagers par injection directe. Il y avait beaucoup d'investisseurs sur les vaccins à base d'ADN, de virus, de protéines. Il y avait beaucoup de recherches stimulées par ces investissements et cet intérêt. Il y avait beaucoup de mépris ici contre les vaccins à base d'ARN messager. J'étais rarement invité à donner des colloques. Quand j'étais invité, il n'y avait aucune question, aucun intérêt, plutôt du mépris, je dois dire, et pas d'argent. Et tout ça a beaucoup changé avec la pandémie en 2020, qui est d'un seul coup arrivée, qui vient soit d'animaux qui ont été dans des marchés, comme cette pauvre chauve-souris dans un sandwich, ou bien l'échappement de virus. En tout cas, donc à la fin, on a eu une pandémie qui a totalement changé la vision des injections d'ARN messager pour faire des vaccins, qui est arrivée dans vos vies, dans la vie de tout le monde, alors qu'elle était effectivement dans un tunnel depuis 20 ans qui n'intéressait personne. Et on a eu donc en 2020 l'approbation du premier vaccin à base d'ARN messager synthétique. Il est représenté ici. Ce sont des nanoparticules dont le diamètre fait à peu près 100 nanomètres. Ils contiennent de l'ARN messager synthétique ici en vert et une enveloppe lipidique, du gras si vous voulez, qui consiste en 4 lipides dont un est pégylé, c'est-à-dire qu'il protège la surface du liposome. Ce sont des liposomes. Ici, vous voyez les résultats publiés par BioNTech. Je dirais jamais vaccin Pfizer. C'est un vaccin BioNTech, c'est une technologie allemande, développée ensuite internationalement avec l'aide de Pfizer, mais c'est une technologie allemande, je dirais le vaccin BioNTech Pfizer ou BioNTech. Donc voici les résultats du vaccin BioNTech Pfizer et les mêmes sont obtenus par Moderna. Vous voyez ici les titres anticorps neutralisants dans le sérum des participants. Ici des participants qui ont reçu du placebo. Ils n'ont pas d'anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2. Ici, vous avez les anticorps chez les gens qui ont eu le Covid et vous voyez qu'ils ont tous des anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2. Au milieu, les cohortes qui ont eu les vaccins, les gens très courageux qui ont participé volontairement aux études cliniques, ça veut dire prendre son temps, donner du sang, se faire injecter avec du placebo ou des choses que vous ne connaissez pas pour aider l'humanité. Et ces gens-là donc, ont permis de montrer, ici vous voyez à une semaine post-deuxième injection, à jour 28, qu'ils avaient des grands titres d'anticorps neutralisants aussi hauts qu'après la maladie, avec une dose de 10 microgrammes d'ARN chez les jeunes, et avec 20 ou 30 microgrammes d'ARN chez les gens plus âgés, vous avez aussi des fortes réponses immunitaires
au moins aussi hautes, voire plus hautes, que les réponses immunitaires obtenues par la maladie. Donc ça, c'était la validation pour la première fois des vaccins à base d'ARN messager synthétique. J'insiste sur le mot synthétique parce que les vaccins ARN messager ne sont pas nouveaux. Là aussi, on ne vous a peut-être pas informé correctement, mais les vaccins ARN messagers, ça a presque 100 ans. Le vaccin de la fièvre jaune, au rayon, rougeole, rubéole, vous ne le saviez pas, vous avez été vacciné avec de l'ARN. Ces vaccins, ici, ce sont des virus atténués. Donc ils sont représentés ici, ce sont aussi des nanoparticules d'environ 100 nanomètres de diamètre. Ces vaccins ici sont injectés sous-cutanés sans adjuvant. Dans ce mode de vaccination, les protéines contenues dans les vaccins n'induisent pas de réponse immunitaire. Pour induire une réponse immunitaire, il faut des injections intramusculaires avec des adjuvants. Ici, ils induisent des réponses immunitaires parce qu'ils sont vivants. Ça veut dire qu'ils transfèrent leurs ARN dans vos cellules, et vos cellules produisent les protéines de ces virus, font une inflammation et font la réponse immunitaire. Donc lorsqu'on vous a injecté les vaccins rougeole au rayon rubéole, en vérité, on vous a injecté de l'ARN actif qui est rentré dans vos cellules en sous-cutané, et vos cellules ont pris ces ARN, ont fait des protéines. Le même mode d'action que vous avez, je suis sorti, je pense, en appuyant. Ici. Donc c'est le même mode d'action de ces différents vaccins, les vaccins de BioNTech, Moderna et les vaccins anciens. Seulement la différence, c'est la production. Là, vous avez de l'ARN messager synthétique. Là, vous avez de l'ARN messager naturel. Là, vous avez 4 lipides et pas de protéines. Là, vous avez des lipides, des protéines, vous avez beaucoup de choses, aussi des contaminants, parce que ces virus sont produits dans des cultures cellulaires ou des œufs, donc vous avez beaucoup d'impuretés. Ici, avec les vaccins ARN messager synthétiques, vous avez des choses plus pures, mais le mode d'action, je veux insister sur ça, c'est pas nouveau, c'est un transfert d'ARN messager. On vous injecte de l'ARN messager, formulé en virus ou formulé en lipides synthétiques, mais dans tous les cas, c'est l'ARN messager qui permet à vos cellules de produire les protéines du virus et d'induire une réponse immunitaire. Maintenant, on va focaliser sur l'ARN messager. Mes collègues ont présenté déjà l'ARN messager. Ici, vous avez la représentation d'une cellule, d'un noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN. Certaines parties de l'ADN sont transcrites en ARN prémessager. L'ARN prémessager est beaucoup modifié. En particulier, il contient ici, à une de ses extrémités, une structure biochimique qu'on appelle CAP. De l'autre extrémité, il contient une queue qu'on appelle poly-A. Ces ARN messagers sortent du noyau, ils sont encore modifiés, il y a des isomérisations, des méthylations, des déaminations qui permettent à l'ARN messager d'être mature et de donner à la cellule l'information pour créer la protéine. Si on se focalise sur l'ARN messager naturel, on peut le produire dans un tube. Ça peut être un tube, une casserole, c'est comme faire une soupe, vous verrez juste après. Et on le produit de 2 manières. Soit non modifié. Dans ce cas-là, l'ARN contient les 4 bases du code génétique qui s'appelle ACGU pour l'ARN. Et ces ARN non modifiés stimulent la réponse immunitaire de manière naturelle, par des mécanismes conservés, des récepteurs qui reconnaissent les ARN non modifiés. Donc quand vous injectez de l'ARN non modifié, vous créez immédiatement une inflammation. Et ça, c'est une bonne chose pour faire des vaccins, parce que vous avez besoin d'un effet adjuvant qui est contenu naturellement dans l'ARN non modifié. C'est pour ça que depuis 30 ans, l'ARN non modifié est utilisé pour faire des vaccins anti-cancer, comme on va le voir un peu plus tard, aussi contre les virus, comme contre SARS-CoV-2, et des vaccins anti-allergie qui sont en développement. En 2005, l'équipe de Drew Weissman aux États-Unis décrit que si on remplace l'uracile par la pseudoiridine, si on fait de l'ARN modifié, à ce moment-là, on n'a pas d'inflammation lorsqu'on injecte l'ARN. Et donc, ces ARN non modifiés ont été utilisés pour faire de la thérapie génique. La thérapie génique, vous voulez injecter et ne pas induire de réponse immunitaire. Vous voulez injecter et avoir une protéine qui va avoir une efficacité sans induire de réponse immunitaire. C'est l'opposé de la vaccination. Et donc, cette technologie de Pennsylvanie, de Drew Weissman et Cathy Carrico, était faite seulement pour ne pas induire de réponse immunitaire et donc exprimer des protéines thérapeutiques comme le PO, qui n'est pas seulement une protéine qui permet aux cyclistes d'aller plus vite, mais qui est aussi une protéine qui permet aux patients de régénérer des globules rouges, des ARN messagers codant pour des anticorps, pour reprogrammer des cellules ou pour éventuellement changer les génomes lorsqu'ils codent pour une protéine adéquate qui s'appelle Cas9.
En 2017, de manière surprenante, il a été montré par Drew Weissman que ces ARN modifiés peuvent quand même être utilisés pour une vaccination. Donc depuis 2017, on utilise les ARN non modifiés et les ARN modifiés en vaccination. La modification n'est pas l'alpha et l'oméga des vaccins ARN, comme voudraient le faire croire les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Les vaccins non modifiés sont aussi beaucoup développés et très utiles, et les vaccins anti-cancer de BioNTech, par exemple, sont tous non modifiés. La production d'ARN messager synthétique est très facile. Il vous suffit d'avoir de l'ADN, ici, qui contient le gène d'intérêt. Donc cet ADN, vous pouvez l'acheter. Si vous voulez un ADN synthétique qui code pour une protéine de cancer, une protéine de virus, vous l'achetez, 15 jours plus tard, vous la recevez, c'est fait par synthèse chimique. Donc vous aurez ce fragment, et ce fragment, il est sous le contrôle d'une séquence reconnue par ce qu'on appelle une RNA polymérase. Ce sont des enzymes qui font de l'ARN à partir de l'ADN. Donc vous avez simplement à mélanger l'ADN, la RNA polymérase et les nucléotides, l'analogue de coiffe, et pendant quelques heures, la RNA polymérase va synthétiser de l'ARN à partir d'ADN. Elle va synthétiser plus de 1000 molécules d'ARN à partir d'une molécule d'ADN. C'est comme faire une photocopie d'un livre. L'ADN, c'est le livre, il contient l'information, vous choisissez une page, vous mettez sur la photocopieuse c'est la RNA polymérase, vous appuyez sur 1000, et là vous avez 1000 copies de la page du livre que vous avez sélectionnée. C'est exactement ce qui se passe, en 1 heure ou 2, vous avez 1000 copies d'ARN par molécule d'ADN. Ensuite, quand tout ça est fini, vous mettez une DNase, c'est une protéine qui détruit l'ADN, et ensuite vous purifiez l'ARN par des méthodes assez simples ou des méthodes plus poussées selon le degré de pureté que vous voulez. Le mot-clé important ici, c'est robuste. Ça veut dire que cette production fonctionne, quel que soit le gène placé ici, que ce soit un gène codant pour une protéine de virus ou pour une protéine de cancer. C'est pour ça que ça simplifie énormément la production de médicaments, ces ARN messagers, parce que cette production est non seulement rapide, mais surtout robuste. Donc si vous avez une production d'ARN pour faire un vaccin contre la grippe, vous pouvez utiliser votre production d'ARN pour faire un vaccin contre le cancer ou contre d'autres virus, parce que c'est comme avoir la photocopie, qu'on vous demande de faire une photocopie d'un livre, d'une fable de La Fontaine, et le lendemain on vous dit de faire une photocopie d'un livre de Rousseau, et ben vous pouvez le faire de la même manière, ça ne change rien, votre processus, c'est ce qui se passe quand vous pouvez produire de l'ARN, alors que quand vous produisez des protéines ou des peptides, les processus doivent être changés à chaque fois que vous produisez de nouvelles protéines, parce qu'elles n'ont jamais la même nature et jamais les mêmes caractéristiques. Donc ici, l'ARN messager simplifie énormément la production des vaccins, c'est pour ça que lors de la pandémie, ces vaccins ont été les premiers à être testés dès mars 2020 par Moderna, et les premiers à être validé par BioNTech Pfizer. Quelques mots sur l'ARN messager synthétique, parce qu'à nouveau, il y a beaucoup de désinformation, donc il faut remettre les choses au clair. L'ARN messager synthétique est très stable. Quand vous avez de l'ARN messager dans un tube, bien sûr, il n'est pas contaminé par des RNases, qui sont des protéines qui détruisent l'ARN et qu'on a partout dans notre corps. Donc dans notre corps, l'ARN est très vite dégradé, mais in vitro, quand vous avez produit de l'ARN, vous pouvez le garder à température ambiante, il est très stable. Pour l'instant, ce qui n'est pas stable dans les vaccins qui ont été approuvés, ce sont les liposomes, ces bulles de gras. Parce que ces bulles de gras, ces nanoparticules de gras, lorsque vous les laissez à température ambiante, elles peuvent s'agréger, changer de taille, forme, relarguer l'ARN messager. Donc c'est pour ça que les vaccins Moderna et BioNTech Pfizer sont gardés au frigidaire ou à -20. Ce n'est pas l'ARN, contrairement à ce qu'éventuellement les gens vous ont dit, c'est à cause de la bulle de gras. Et du coup, le monde entier, les chercheurs et les compagnies cherchent à trouver des nouvelles nanoparticules qui soient stables à température ambiante, parce que si on a des particules stables à température ambiante, on pourra distribuer les vaccins ARN à température ambiante, puisque l'ARN, lui, est stable à température ambiante. Et nous avons, d'autres aussi ont, des nouvelles formulations d'ARN messager qui sont effectivement stables à température ambiante pour les vaccins du futur, qui seront plus faciles à distribuer. Un troisième point qui est important, c'est que le liposome utilisé dans les vaccins BioNTech et Moderna est un liposome basé sur un produit qui a été accepté en 2018, qui s'appelle patisiran, qui n'est pas de l'ARN messager, mais qui est du siRNA. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une autre forme d'ARN. Et ce liposome qui est utilisé pour le siRNA de Onpatro, patisiran, a été approuvé en 2018. Et je vous donne cette information juste pour vous indiquer que ce liposome contenant de l'ARN est injecté chez des patients souffrant d'amyloïdose héréditaire à transthyrétine, et ces patients reçoivent 30 mg intraveineux toutes les 3 semaines de cette formulation. Pour rappel, le vaccin BioNTech Pfizer, c'est 30 microgrammes, 1000 fois moins. Donc nous, pour le vaccin, on a reçu 2 ou 3 injections
à une dose 1000 fois moins importante que ces patients qui reçoivent l'injection toutes les 3 semaines, pour vous indiquer à quel point ces liposomes sont sécurisés, à quel point on a du recul sur le liposome. À nouveau, ici, ce n'est pas de l'ARN messager, c'est du siRNA, mais le liposome est similaire. Quatrième point, l'ARN messager synthétique est végétalien. Alors, ça peut faire rire, mais il y a 2-3% de la population qui s'intéresse à ça. Et justement, quand on entendait des gens un peu bio qui étaient contre les vaccins ARN, en fait, ils ignoraient que les vaccins ARN, contrairement aux vaccins, par exemple, de la grippe, qui sont produits dans des œufs, donc qui ont besoin de produits animaux, d'animaux qui font beaucoup de pollution, et vous avez des protéines d'œufs dans les vaccins de grippe qui font que les gens allergiques à l'œuf ne peuvent pas recevoir les vaccins antigrippaux. Ici, vous avez un ARN synthétique végétalien, donc aussi bien pour le bien-être animal que pour la pollution, que pour le risque d'allergie. Ici, vous avez moins de risque d'allergie parce que vous n'avez pas de protéines animales dans les vaccins ARN messagers synthétiques. Cinquième point, la production est assez facile parce que, par exemple, dans 6 litres de la réaction que je vous ai montrée dans le tube, si vous faites 6 litres de cette réaction de transcription, donc de conversion d'ADN en ARN, vous avez dans 6 litres suffisamment d'ARN pour faire 1 million de doses. Alors que quand vous produisez des virus pour faire des vaccins, en général, vous avez besoin de 5000 à 10 000 litres de culture cellulaire et de centrifugeuses, etc., pour centrifuger des milliers de litres pour faire 1 million de doses. Donc vous voyez que le vaccin ARN messager est aussi plus facile à produire que les autres vaccins. Donc une série d'avantages, on pourra en parler si vous avez des questions ensuite. Je vais vous faire un petit peu d'historique sur les vaccins ARN messagers. Professeur Friedman en a parlé, on va voir ça avec les dessins de Caroline Schubart. On est à Paris et l'ARN messager, la découverte, et le vaccin, c'est à Paris. La découverte, comme le professeur Friedman l'a dit, Jacques Monod, François Jacob ont eu le prix Nobel pour, en particulier, donc la régulation des gènes et inclut l'ARN messager. Et François Gros, bien sûr, était impliqué, n'a pas été dans le prix Nobel, mais important pour la description de l'ARN messager, cette molécule naturelle présente dans toutes nos cellules et qui joue ce rôle d'intermédiaire transitoire entre l'ADN et les protéines. Et donc, l'ARN messager a été découvert à Paris et, fait surprenant, le vaccin ARN messager a aussi été fait à Paris, publié en 1993, première publication au monde de la possibilité d'utiliser de l'ARN messager synthétique pour faire des vaccins. Le professeur Meulien à Paris a formulé avec Frédéric Martinon de l'ARN messager synthétique qui code pour une protéine du virus de la grippe. Ils l'ont mis dans un liposome, donc il y a 30 ans, ils ont fait une formulation très similaire à celle qu'on a maintenant pour le SARS-CoV-2, donc ils ont eu une intuition formidable. C'était le premier vaccin à base d'ARN messager synthétique dans la ville où a été découvert l'ARN messager à nouveau, donc c'est extraordinaire qu'à Paris, il y a eu la découverte et l'utilisation d'ARN messager synthétique pour faire des vaccins. Et ils ont vacciné des souris, et ces souris, super souris, a développé une réponse immunitaire contre le virus de la grippe. Donc première démonstration de la possibilité de faire des vaccins à base d'ARN messager synthétique à Paris par le professeur Meulien. Ensuite, comme le professeur Friedman a dit, en 1995, une équipe américaine a utilisé l'ARN messager nu, pas dans des liposomes, mais nu, pour faire des vaccins chez la souris contre le cancer. Et ensuite, dans les années 90, le professeur Ramensey à Tübingen a eu à nouveau l'idée d'utiliser l'ARN messager synthétique pour faire des vaccins anti-cancer. Il a donné le projet à Ingmar Heur, qui est ici, qui a fait sa thèse sur les vaccins ARN messagers. Ici est le professeur Ramensey qui a eu l'idée. Et Ingmar Heur a pu remontrer la même chose que Frédéric Martinon et le professeur Meulien en 1993, que les vaccins à base d'ARN messager synthétique fonctionnent. Ensuite, moi, j'ai continué. Ça, c'est moi il y a 25 ans. Et avec nos collègues, donc on a créé CureVac en 2000. Et la mission de CureVac était de optimiser ces vaccins. Ils ne fonctionnaient pas bien à l'époque, ils fonctionnaient mais pas bien par rapport aux vaccins protéines, peptides ou ADN. Donc il fallait les optimiser, il fallait produire en conditions pharmaceutiques de façon à pouvoir injecter chez l'homme, parce que chez la souris on peut produire des choses qu'on produit dans le laboratoire, mais chez l'homme il faut des productions pharmaceutiques certifiées. Donc c'était le deuxième but de CureVac, et le troisième but était de faire des essais cliniques, de tester chez l'homme, ce qui n'avait jamais été fait dans le monde. C'est ce qu'on a fait.
On a mis en place, on a réussi à avoir des investissements, c'était compliqué, difficile, on a nous-mêmes pris des risques de s'endetter personnellement pour pouvoir financer nos recherches. On a pris des crédits auprès des banques, mais on a pu mettre en place une production pharmaceutique d'ARN. Et les premières injections, elles ont été réalisées dans une étude clinique que j'ai mise en place sous les lois allemandes, dans la clinique de dermatologie de l'université de Tübingen. J'étais à la fois l'investigateur et le modèle expérimental de cette première étude clinique. On a produit des ARN messagers qui codent pour la luciférase. La luciférase, c'est la protéine qui permet aux lucioles de faire la lumière dans la nuit. Donc la luciférase, on l'utilise beaucoup en recherche parce qu'elle nous permet de voir si quelque chose fonctionne simplement en mesurant la lumière. Donc il y a un gène chez ces mouches, chez ces lucioles, qui s'appelle luciférase, et ce gène code pour la protéine luciférase qui émet la lumière. Donc on a produit en conditions pharmaceutiques de l'ARN messager qui code pour la protéine luciférase. J'ai reçu des injections, donc à nouveau sous contrôle des lois allemandes, dans le contexte d'une étude que j'ai mise en place à la clinique universitaire de Tübingen de dermatologie, des injections intradermales de ces ARN messagers qui codent pour la luciférase. Et un jour après les injections, ici, j'ai fait un cercle rouge autour de la bulle créée par l'injection intradermale. Un jour après les injections, on a fait sous anesthésie locale, je vous rassure, des biopsies, ici, dans le site d'injection ou en dehors du site d'injection, et on a mesuré la lumière dans ces biopsies de ma peau. Ici, vous voyez un graphique qui mesure la lumière dans les biopsies de ma peau injectées par l'ARN messager codant par le luciférase par rapport à des biopsies faites ailleurs et qui n'expriment pas de lumière. Ici, c'est le seuil de détection. Donc, on a répété ces injections plusieurs fois pour vraiment montrer que l'ARN messager synthétique fonctionne non seulement chez la souris, mais aussi chez l'homme. Vous pouvez aussi voir ici que la peau n'est ni inflammée ni nécrosée, ce qui indiquait aussi la sécurité de ce format. Je n'ai pas eu non plus d'effet systémique. Donc ça, c'était en 2003. Et on a publié ces études en 2007. Ensuite, on a fait les premiers essais cliniques. C'est le docteur Benjamin Weide, le même qui m'a fait les injections dans les cliniques de Tübingen. Et les premières études cliniques de vaccins à base d'ARN messager étaient effectivement des études destinées à développer des réponses immunitaires contre le mélanome. Donc on a formulé des vaccins à base d'ARN messager qui ont été injectés chez des patients souffrant de mélanome. On a pu montrer chez ces patients les réponses immunitaires induites par les vaccins à base d'ARN messager synthétique, des réponses immunitaires anti-cancer. On a pu voir chez certains de ces patients des réponses cliniques assez rares, mais on a vu des stabilisations et parfois des régressions des cancers. Ces premiers essais cliniques ont été publiés en 2008, 2009 et 2011. Ensuite, il y a eu quelques autres travaux, dont le travail de Drew Weissman avec la pseudo-uridine, à nouveau qui n'est pas du tout l'alpha et l'oméga des vaccins, qui d'ailleurs n'est pas utilisé dans les vaccins anti-cancer de BioNTech, mais qui est utilisé dans les vaccins anti-Covid, mais qui n'est pas nécessaire. Les vaccins de CureVac ne contiennent pas cette pseudo-uridine. Ensuite, il y a eu, en 2008, la création de BioNTech. Il y a eu un miracle allemand avec 2 compagnies dédiées aux vaccins ARN messagers, CureVac à Tübingen, BioNTech à Mainz, qui sont à 200 km. Le reste du monde ne s'intéressait pas aux vaccins ARN messagers et 2 compagnies à Tübingen, 2 centres de recherche, ont dédié beaucoup d'efforts à ces vaccins. Ensuite, en 2011, il y a eu la fondation de Moderna. En 2017, il y a une invention très importante dans le monde de l'ARN messager, personne n'en parle, alors que c'est vraiment fondamental. Ça a changé la manière de faire l'ARN messager et l'efficacité de l'ARN messager. C'est une compagnie californienne qui a développé un élément qui s'appelle CleanCap. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je veux juste mentionner que parmi les inventions qui ont permis d'améliorer les vaccins ARN messagers, cette invention est fondamentale. Et enfin, en 2020, il y a eu l'approbation du premier vaccin synthétique à base d'ARN messager, le vaccin BioNTech Pfizer. Et ça, c'est grâce au travail de Ugur Sahin et Özlem Türeci, donc, qui ont durant toutes ces 20 années dédiées, ce sont 2 oncologues qui voulaient offrir à leurs patients des meilleurs traitements, des traitements expérimentaux qu'ils faisaient dans le laboratoire pendant leur recherche. Ils ont voulu donner à leurs patients cancer des nouveaux traitements, en particulier des traitements à base d'ARN messager pour faire des vaccins. Et c'est pour ça qu'ils ont créé BioNTech. Et cette famille est remarquable, extraordinaire. Vous voyez ici le bébé, il lit Goethe. C'est pour symboliser l'exceptionnel rayonnement intellectuel, d'investissement de cette famille. Donc moi j'espère que c'est cette famille qui va être récompensée, pas des choses anecdotiques dans le vaccin ARN messager.
Les vaccins ARN messagers, je finis sur cette diapo pour l'introduction, disons, générale, sont en développement contre les virus, contre de nombreux virus. Je montre Moderna et BioNTech, il y a aussi bien sûr CureVac et d'autres compagnies, Sanofi maintenant qui est très actif dans les vaccins ARN messagers contre beaucoup de virus. Ce sont des bonnes nouvelles. On a bien sûr les vaccins anti-Covid qui continuent à être testés contre les variants, etc., et développés contre les variants. Bientôt, on aura certainement la validation de vaccins à base d'ARN messager synthétique pour nous protéger contre RSV ou CMV, qui sont des virus qui sont problématiques, en particulier chez les enfants, chez les gens immunodéprimés. On n'a pas de vaccin contre ces virus. Ils sont en phase 3 chez Moderna, donc on peut s'attendre peut-être l'année prochaine à avoir de nouveaux vaccins ARN messagers synthétiques qui vont nous protéger contre ces virus qui sont quand même problématiques. BioNTech aussi développe des vaccins contre les virus. Maintenant, on va aller chez le cancer. Mes collègues ont rappelé ce qu'était une vaccination, ce qu'était le système immunitaire. Je le remets ici un petit peu en perspective. Vous avez une infection par un pathogène. La réponse immunitaire le détecte, en particulier les cellules dendritiques, mais aussi les macrophages, par exemple. Ils emmènent des fragments de ces pathogènes dans les nœuds lymphatiques, et là, ils stimulent les cellules T et les cellules B de façon à obtenir une protection qu'on appelle cellulaire, cellule T, et sérologique, donc cellule B, de façon à neutraliser l'antigène. Le vaccin fait la même chose, il donne aux cellules dendritiques et aux macrophages les antigènes qui permettent de faire cette boucle. Le site d'injection est un point critique dans les vaccins anti-cancer. Et c'est encore quelque chose qui est amélioré, qui est testé. Il est difficile de manière empirique de savoir quel est le meilleur site d'injection en intradermal, en intramusculaire, en intraveineux, directement dans les nœuds lymphatiques ou en intratumeur. Ce que j'ai souligné, c'est toutes les technologies qui sont en essai clinique avec les vaccins ARN messagers synthétiques. On ne sait pas encore quel est le meilleur moyen d'induire une réponse qui soit efficace contre les cancers. La voie sous-cutanée, la voie intranasale ne sont pas encore utilisées en clinique, alors que je pense particulièrement pour la voie sous-cutanée qu'elle est intéressante, elle est sous-exploitée, ça viendra donc pour les vaccins ARN messagers, c'est certainement une bonne voie de vaccination qui peut donner aussi moins d'effets secondaires que la voie intramusculaire qu'on connaît avec les vaccins SARS-CoV-2. Et donc les vaccins de BioNTech, CureVac, Moderna peuvent être injectés intratumeurs, sont injectés intratumeurs dans certains essais cliniques. BioNTech injecte aussi ses vaccins anti-cancer en intraveineuse, ou aussi ils ont publié des injections directement dans les ganglions lymphatiques, sous sonographie. Et CureVac injecte en intradermal aussi, et Moderna en intramusculaire. Tout ça, je vous le montre parce qu'il faut que vous gardiez en mémoire que les résultats qu'on a, et que je vais vous montrer juste après, sont assez bons, mais peuvent être améliorés. Et le site d'injection est une des manières d'améliorer. Il y a la fréquence, la dose, le site d'injection, tout ça influence la réponse immunitaire, sa qualité, sa durabilité, et tout ça doit être testé systématiquement chez l'être humain, ça prend du temps. Pour les vaccinations anti-cancer, on en a parlé, je suis content que mes collègues aient déjà décrit les différents antigènes de cancer qu'on appelle TAA. Ce sont des antigènes exprimés chez plusieurs patients, ils sont partagés. Et puis TSA, ce sont des antigènes spécifiques, des mutations que vous trouvez chez une personne, mais pas chez les autres personnes. Donc les deux cibles peuvent être utilisées pour faire des vaccins à base d'ARN messager. Donc les TAA et les TSA. À nouveau, TSA, mutation, TAA, des protéines qui sont exprimées dans l'embryon, qui sont plus exprimées dans notre corps, mais que les cancers réexpriment, par exemple. Donc ça, c'est les TAA. Donc les deux cibles peuvent être utilisées pour des vaccins anti-cancer à base de peptides, de protéines, d'ADN ou d'ARN, et les deux cibles sont utilisées. Et par rapport à votre question, madame, là, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. C'est ce qu'on a fait ici avec le Grand Mérite, coordonné par le professeur Ougour Sahin, auquel je participais, qu'on a eu en 2013, si je ne me trompe pas, donc vous voyez, ça remonte, c'était des vaccins à base d'ARN messager contre les cancers du sein triple négatif. C'est un essai clinique qui continue, et la stratégie ici était d'utiliser les deux. C'est-à-dire qu'au départ, sur une biopsie de la tumeur, on regardait quels étaient les antigènes partagés qui étaient exprimés. Et on a une bibliothèque d'ARN messagers, une dizaine, une vingtaine d'ARN messagers qui sont prêts dans le frigidaire, qui sont en stock, et on peut injecter chez la patiente, dans ce cas-là c'est les cancers du sein, les ARN messagers qui vont coder les protéines que cette patiente exprime. Donc c'était une première vaccination personnalisée, et ensuite
Pendant ce temps-là, pendant les premières injections du vaccin à partir des molécules déjà préparées, on séquence le génome de la tumeur et de tissu sain, on trouve les mutations et on prépare un vaccin à base d'ARN messager spécifique pour les tumeurs. J'appelle ça la haute couture des vaccins. C'est-à-dire que ici, dans la première boucle, c'est du prêt-à-porter. Vous entrez dans une boutique, il y a des choses prêtes, vous prenez ce qui vous va. C'est ce qui est fait pendant 3 mois ici. On prend les ARN messagers qui sont déjà prêts et on injecte ceux qui sont relevants pour la personne. Donc c'est une médecine personnalisée. Ici, c'est individualisé. Donc là, on fait de la haute couture, du sur-mesure. Chaque patient reçoit son vaccin. Et ça, c'est grâce à la facilité de production des vaccins ARN messagers que je vous ai présenté au début. C'est tellement facile à produire que c'est possible de faire pour chaque personne son propre vaccin haute couture. Et donc ici, pendant 3 mois, les patientes ont reçu des vaccins personnalisés et ensuite ils ont reçu des vaccins individualisés, donc l'un et l'autre, de façon à permettre d'avoir une efficacité plus grande. Cet essai clinique continue, ça s'appelle Mérite, et donc on espère que ça va donner des bons résultats cliniques. Ici, vous avez à nouveau les 2 compagnies leaders, BioNTech et Moderna, avec leur programme de développement de vaccins anti-cancer. Nombreux sont ceux en phase 2, mélanome, ORL, colorectal, et ils sont parfois donnés seuls, les vaccins codant pour des antigènes partagés ou des antigènes spécifiques, parfois donnés avec ICI, c'est Immune Checkpoint Inhibitor, ce sont les immunothérapies qui permettent une activation du système immunitaire non spécifique, qui sont très efficaces, en particulier dans le mélanome ou dans le cancer du poumon. Et ici, ils sont donnés souvent avec les vaccins, parce qu'on sait que les vaccins tout seuls ne donnent pas de bonnes réponses cliniques, ils donnent des réponses immunitaires, mais les réponses immunitaires ne donnent pas forcément des bonnes réponses cliniques. Et par contre, donc, lorsqu'ils sont injectés avec éventuellement des anticorps qui permettent des immunostimulations non spécifiques, on a une meilleure efficacité. Donc là, c'est en phase 2. C'est toujours difficile de savoir quand ça va être approuvé. Ce sont des maladies orphelines, certaines d'entre elles, donc il peut y avoir un développement accéléré par les autorités qui permettra peut-être, dans les 2-3 années à venir, de valider l'efficacité de ces vaccins contre les antigènes partagés ou spécifiques, accompagnés d'immune checkpoint thérapie. Et on espère qu'ils seront validés rapidement, mais il y a plein d'effets cliniques, comme je vous disais, les doses, les sites d'injection, les formulations, tout ça doit être testé et validé, ça prend du temps. On arrivera à faire des bons vaccins, des bons traitements à base d'ARN messager synthétique, mais ça prend du temps. Ici, je vous montre des résultats de BioNTech dans 2 essais cliniques, l'un où ils utilisent l'ARN messager pour vacciner contre des mutations, donc c'est la haute couture. Vous voyez ici 13 patients mélanomes. Dans l'historique de chaque patient, ici c'est un triangle, ça veut dire qu'ils ont une récidive, donc c'est le mélanome qui revient, et vous voyez que chacun de ces patients a une historique de récidive. Ici la ligne symbolise le début des vaccinations, avec de l'ARN messager codant pour les mutations. Et vous voyez que la plupart du temps, ces patients n'ont plus de récidive, ce qui vous indique l'efficacité de la thérapie. Ils ont moins de récidive, ça ne marche pas chez tous les patients, il y en a certains qui récidivent quand même, mais vous voyez, globalement, donc il y a un avantage à être vacciné ici pour ces patients mélanomes. Là, c'est une autre étude où l'ARN messager code pour les antigènes partagés. Et là, chaque ligne est un patient au cours du temps, et on mesure sa tumeur, ou ses tumeurs, ses métastases, et vous voyez que pendant la vaccination, il y a des patients qui progressent, donc ça ne marche pas chez beaucoup de patients. Malgré la vaccination, leur maladie progresse. Maintenant, vous voyez certains patients dont la maladie se stabilise, et vous voyez aussi des patients qui sont traités par le vaccin tout seul ou le vaccin plus les immunothérapies, chez qui les tumeurs réduisent. Donc vous voyez dans ces 2 essais cliniques avec des ARN qui codent pour des mutations ou pour des antigènes partagés, que vous avez certains patients qui répondent et qui donc ont un développement clinique favorable. J'ai résumé ça dans une publication récente, pour ceux que ça intéresse. Les vaccins des 3 compagnies leaders, des vaccins ARN anti-cancer, sont pour BioNTech à nouveau l'ARN non modifié, pas de pseudo-uridine, pas de technologie de Pennsylvanie.
Ils sont injectés en intraveineux dans des liposomes et il y a les différents cancers qui sont en essais cliniques. Pour les patients intéressés de participer à des essais cliniques, je vous recommande de regarder sur le site de BioNTech. Ils ont un onglet où vous pouvez leur poser une question, ils répondent à tous les patients, ils vous diront éventuellement si votre cas peut correspondre à un essai clinique en cours et si vous pouvez participer à des essais cliniques qui sont parfois en Allemagne, parfois dans d'autres pays. Donc si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'essais en cours à BioNTech, pas seulement vaccins ARN d'ailleurs, il y a d'autres essais cliniques qui sont tous formidables, avec des technologies formidables développées par Ugur Sahin et Özlem Türeci et qui peuvent être intéressantes donc, de participer à ces essais cliniques. CureVac utilise aussi de l'ARN non modifié dans ses vaccins anti-cancer, il le donne en intradermal ou formulé. Et Moderna utilise l'ARN modifié dans ses vaccins anti-cancer et il le donne en intramusculaire en liposome. Je vais finir en disant que l'ARN messager synthétique n'est pas que pour les vaccins. L'ARN messager synthétique est utilisé aussi pour les thérapies. Donc j'en ai touché un mot tout au début, mais vous pouvez utiliser l'ARN messager, cette fois modifié, pour que votre corps produise lui-même ses anticorps, par exemple. Donc ça, c'est utilisé aussi par BioNTech en essai clinique. Ils ont démontré déjà chez la souris que lorsqu'ils injectent de l'ARN messager en liposome, intraveineux, un liposome qui est fait pour aller dans le foie, ça permet au foie de produire l'anticorps, votre anticorps anti-cancer. Donc ça, c'est des thérapies à base d'ARN messager, mais ce n'est pas des vaccins, c'est de la thérapie. Et donc ça, c'est en essai clinique, c'est très prometteur. Il y a aussi des injections d'ARN messager dans la tumeur. Et là, ce sont des ARN messagers qui codent pour des protéines thérapeutiques qui vont être directement actives dans la tumeur. En l'occurrence, ils utilisent des cytokines qui codent, donc des ARN qui codent pour l'interféron alpha, le GM-CSF, l'interleukine 15 et l'interleukine 12. C'est un cocktail de 4 ARN messagers qui est donné dans les tumeurs et qui permet à la tumeur, au système immunitaire de se développer dans la tumeur. C'est très efficace. Ils sont en essai clinique, ils ont des résultats très intéressants. Donc là, à nouveau, on n'est pas sur des vaccins, on est sur des ARN qui codent pour des protéines thérapeutiques anti-cancer. La troisième possibilité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les CAR T-cells. Et comme c'était présenté, elles sont faites normalement avec des virus. Vous prenez le sang des patients, vous prenez les cellules T, vous les modifiez avec un virus et vous les réinjectez. Le problème de ça, c'est qu'il y a des patients qui sont morts parce que les cellules modifiées peuvent devenir un peu folles. Et il y a eu des encéphalopathies et des chocs après ces thérapies. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ces cellules T car avec de l'ARN messager. Et là, l'avantage, c'est que l'ARN messager étant transitoire, après 3 ou 4 jours, les cellules T n'expriment plus cet antigène anti-cancer. Donc les effets secondaires disparaissent aussi. Donc vous n'avez pas de risque d'emballement de la réponse immunitaire. Cette technologie avait été décrite déjà aux États-Unis en 2014 chez 2 patients, un mésothéliome et un cancer du pancréas, qui avaient reçu des cellules CAR faites avec de l'ARN, pas avec des virus, et qui avaient donné des réponses cliniques. Donc ces thérapies sont en développement. Donc, je vais finir. On n'en est pas au stade où l'ARN messager synthétique va totalement nous régénérer, mais en attendant, l'ARN messager synthétique est utilisable pour les vaccins contre virtuellement tous les virus, les vaccins contre les cancers avec des ARN qui codent pour des protéines partagées ou des antigènes spécifiques, les vaccins contre les allergies sont en développement, les vaccins ARN messagers aussi contre les maladies auto-immunes. À nouveau, le professeur Ugur Sahin a montré qu'en intraveineuse, certaines formulations de vaccins pouvaient ne pas activer le système immunitaire, mais le désactiver. Et donc ça, c'est très intéressant dans les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, parce que là, c'est des approches qui permettent de déactiver spécifiquement une réponse, par exemple anti-myéline, de façon à traiter les gens par des vaccins déactivateurs au lieu de vaccins activateurs, et ça, vous pouvez le faire avec l'ARN modifié. Ensuite, il y a l'expression de protéines thérapeutiques, comme je le disais, les mRNA qui codent pour des anticorps ou pour des cytokines. Ce que j'ai souligné, c'est toutes les stratégies qui sont utilisées dans le cancer. Il y a des ARN messagers qui sont utilisés pour réparer les vaisseaux sanguins après des infarctus du myocarde. C'est en essai clinique de phase 2 à Moderna. La rétine, dans les maladies génétiques, dégénératives. La peau. L'élasticité de notre peau, on la perd parce que, par exemple, une protéine qui s'appelle l'élastine, on la produit jusqu'à la fin de l'adolescence et après on ne la produit plus. Donc cette protéine élastine dans notre peau, au fur et à mesure de temps, se casse et c'est pour ça que notre peau, éventuellement, c'est un des mécanismes de vieillissement de la peau. Il a été montré en 2018, publié, que vous pouvez injecter dans de la peau de cochon des ARN messagers qui codent pour de l'élastine et régénérer la peau de cochon. Donc, au-delà de la médecine, on peut même utiliser l'ARN messager pour des approches qui ne sont peut-être pas prioritaires, mais qui sont aussi en développement. C'est pour vous montrer le spectre de possibilités. Renforcer les muscles. Il y a un essai clinique en Suisse où les sphincters sont injectés
de femmes après accouchement qui ont des problèmes d'incontinence. Les sphincters sont injectés avec de l'ARN messager qui permet de renforcer les muscles, donc ça c'est aussi des thérapies à base d'ARN messager, la reprogrammation des cellules comme les CAR T-cells ou la correction des génomes, je ne rentrerai pas dans le détail, mais là ça demande des technologies particulières. Avec ça, je vous remercie pour votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long. Bravo, vraiment merci beaucoup d'avoir fait cette overview et de finir en beauté sur toutes les perspectives qu'offrent les ARN messagers synthétiques. Voilà, peut-être une ou deux questions parce que nous sommes très en retard. Nous avons encore l'intervention de Patrice Debré. Mécanistique, mais qui est peut-être importante pour la suite. Tu montres très clairement que dans l'essai, dans le mélanome de Gour-Sahin, qu'il y a des répondeurs partiels dans les premières semaines, et puis ensuite ça se stabilise. Et est-ce qu'on sait si cette stabilisation est liée au fait que la vaccination n'est efficace que pendant un certain temps, ce qui serait techniquement plus intéressant, parce qu'il suffirait d'augmenter d'une certaine façon l'efficacité, ou est-ce qu'il y a un échappement, une disparition de l'antigène ou que sais-je dans les cellules tumorales qui fait que de toute façon, soit il faudrait repartir à zéro avec une nouvelle vaccination pour pouvoir être efficace, parce que sinon ça risque de repartir. Il y a les deux. Il a montré chez certains patients des relapses parce que les patients perdent dans la tumeur les molécules de classe 1. Donc, échappement total aux cellules T. Et donc, c'est pour ça que j'ai montré les thérapies à base d'ARN messager, parce qu'il est clair que juste le vaccin à base d'ARN messager, même optimisé, donne des échecs, il y a des échappements. C'est pour ça que l'ARN messager est intéressant dans le cancer en particulier, parce qu'on peut l'utiliser pour les vaccins et pour les thérapies, avoir tout un arsenal à base d'ARN messager pour lutter contre les échappements, faire de la médecine individualisée et effectivement, en cas d'échappement, réintervenir soit par un vaccin, soit par d'autres stratégies, selon ce qu'on voit dans la biopsie. Merci beaucoup.